Bonjour et bienvenue sur Mediapart dans notre nouvelle collection d'émissions, Les Voix du pouvoir, une collection dédiée à la conquête, à la préservation, à la légitimation du pouvoir politique. Et après un premier numéro avec Vincent Martini sur l'hyper-incarnation contemporaine, on va s'intéresser à une conquête du pouvoir qui a bouleversé le champ politique français. Il s'agit de l'entreprise Macron, comme la nomme cet ouvrage, paru aux presses universitaires de Grenoble et dont nous recevons aujourd'hui 3 contributeurs. Donc avec nous Christelle Gris, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie. On reçoit aussi Rémi Lefebvre qui, en plus d'avoir contribué à co-diriger le livre, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Lille. Bonjour. Et enfin Michel Offerlé, vous êtes professeur émérite à l'École normale supérieure. Et je vais vous interroger tous les 3 avec ma collègue Hélène Salvi, qui couvre l'exécutif donc pour Mediapart. Alors le livre documente une conquête, la conquête de la présidence de la République par Emmanuel Macron et puis ensuite une majorité parlementaire. Et on est quasiment à mi-mandat, donc c'est aussi intéressant de voir comment cette entreprise de conquête a été confrontée à l'exercice des responsabilités. Alors peut-être première question pour vous, Rémi Lefebvre, sur l'originalité de cette entreprise Macron, parce qu'on sent que le mot entreprise correspond très bien à ce qui s'est passé, à ce qu'on a vu. En même temps, dans la discipline en sciences politiques, les mots d'entrepreneur politique, d'entreprise politique sont régulièrement utilisés. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité de l'entreprise Macron spécifiquement ? Alors effectivement, le terme d'entreprise Macron, peut-être qu'il peut surprendre un lecteur profane. En sciences politiques, c'est une expression vraiment banalisée, d'ailleurs qui a été assez popularisée par Michel Offerlé dans ses travaux sur les partis politiques, son que sais-je dans les années 80. L'idée de l'entreprise, il y a plusieurs sens derrière cette idée. Il y a l'idée effectivement d'entreprendre, et donc Macron a beaucoup entrepris, c'est-à-dire qu'il a réuni énormément de ressources pour prendre le pouvoir. En un temps très court. Voilà, en un temps très court, ça c'est fascinant. Il a monté cette entreprise en quelques mois, financement, organisation, puisqu'il s'est appuyé sur une organisation. Il y a bien un mouvement qui est La République En Marche qui est derrière cette entreprise. Et puis effectivement, la nouveauté, alors la nouveauté, pas totalement la nouveauté, mais il y a une rhétorique entrepreneuriale très très forte. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que le pouvoir, finalement, l'exercice du pouvoir, peut relever des codes de l'entreprise, tant dans la maximisation et l'accumulation des ressources, mais aussi finalement dans l'idée que l'entreprise, c'est le modèle social au cœur de la société, et c'est la nation entreprise, c'est la start-up, c'est-à-dire que c'est anthropologiquement le modèle un petit peu du macronisme. Donc je veux dire, il y a à la fois l'entreprise organisation, il y a l'entreprise modèle social, et il y a toujours cette visée qui est d'ériger l'entreprise en modèle organisationnel, mais aussi en modèle de société. Donc ça nous a permis en fait de relier en fait les chapitres de cet ouvrage, de lui donner une cohérence. Est-ce qu'au bout de 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, on peut dire que cette entreprise existe vraiment ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est pas celui d'un entrepreneur seul à l'Élysée, concentrant tous les pouvoirs que lui confère la Ve République, et finalement un parti à côté, donc une entreprise politique qu'il a eu du mal à structurer et que les autres n'ont pas structuré dans sa foulée. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, au bout de 2 ans, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une aspiration de toutes ces ressources vers les institutions. Globalement, par exemple, ce qu'on observe dans les cabinets ministériels, c'est que toute une série d'agents qui ont été centraux dans la campagne ont été aspirés par le pouvoir, et en entretien, par exemple, des cadres de La République En Marche me disent qu'à la fin de l'année 2017, il n'y avait plus personne. Ils ont dû recruter. Ils sont tous dans les cabinets. Tous étaient aspirés, donc ça c'est un syndrome évidemment très classique, et on peut dire peut-être, effectivement, on fera peut-être un 2e tome de l'entreprise Macron, que le macronisme s'est normalisé, s'est institutionnalisé, c'est devenu un parti qu'on pourrait qualifier de godillot. Bon, très clairement, La République En Marche, sa principale vocation, c'est de défendre l'action du président de la République. Elle n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment d'autonomie par rapport à ce président. Et globalement, on peut se dire, est-ce que la grille de lecture entrepreneuriale permet
permet d'être est utile pour comprendre l'exercice du pouvoir. On peut trouver effectivement des moyens de le dire. Hein. Effectivement, il y a une valorisation de la compétence, on l'a vu dans la composition du ministère, mais finalement, le macronisme est assez classique. C'est un parti présidentiel qui est très structuré, qui est très vertical. Et au fond, alors après, entreprise, il y a aussi l'idée de dimension collective. Donc Macron, effectivement, il exerce son pouvoir, mais il y a aussi une entreprise au sens où il y a des agents autour de lui. Donc il faudrait faire sa cartographie, c'est le groupe parlementaire, c'est les cabinets, c'est l'Élysée, etc. D'accord. Vous vouliez réagir, Michel? Oui, sur la métaphore entrepreneuriale, elle est à la fois juste, donc au sens weberien du terme, ce sont des entreprenants. Sur la forme, justement, donc start-up, etc., managérialisation, là, je suis quand même un petit peu plus distant, parce qu'effectivement, il n'y a pas une seule manière de mener une entreprise. Et donc, disons que c'est aussi une espèce de marque de fabrique qu'il essaye d'imposer, et qui est un espèce de clin d'œil aussi à une partie de sa base sociale, à savoir, donc, je suis avec vous. C'est aussi, d'une certaine manière, donc, Enterprise et The New Friends, et c'est l'un de ses premiers discours, donc, à la Halle Fraissinet en juillet, donc, 2017, et c'est donc une espèce de clin d'œil, justement, à la base sociale, avec derrière, donc, une politique qui se veut pro-business. Donc, là aussi... Alors, Christelle Gris, justement, vous signez une contribution qui a suivi une partie de cette base sociale, alors pas les électeurs, mais là, les marcheurs, hein, des militants, ceux qui ont fait la campagne, et vous décrivez bien d'ailleurs cette adhésion beaucoup plus forte que dans d'autres partis comme l'UMP qui avait déjà repris ces codes de l'entreprise, sous Sarkozy notamment. Et là, vous montrez bien ça et vous raccrochez ça à des trajectoires sociales particulières. Souvent, vous faites d'ascension sociale, de gens qui sont dans des milieux du privé ou du public qui valorisent ce discours du management. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'originalité de ces militants? Oui, ce qui était intéressant et assez frappant en fait dans le traitement de données statistiques, c'était de voir ressortir le fait qu'ils étaient très mobiles à la fois, donc effectivement dans l'espace social au sens où majoritairement dans mon enquête je voyais des personnes issus plutôt de fractions populaires en fait, soit parce qu'ils avaient des parents ouvriers ou employés, soit parce qu'ils avaient des parents potentiellement qui étaient des petits indépendants, agriculteurs, commerçants, artisans, mais une fraction plutôt populaire en fait, sans un gros revenu à la maison. Et par contre, eux, après, occupent des positions plutôt élevées dans l'espace social, donc des trajectoires d'ascension sociale assez fortes, et en même temps aussi une circulation au sein des espaces, alors ce que j'ai appelé les espaces managériaux, mais en gros, ils circulaient dans différents espaces professionnels. C'est-à-dire ce qui ressortait, c'était des trajectoires... Alors, qu'on pourrait dire chaotique ou en tout cas pas lisse, c'est-à-dire pas linéaire. Et donc, alors après, ça se vérifiait en entretien, hein, c'est-à-dire c'était pas rare en tout cas de croiser des personnes qui vous disaient j'ai été pendant 20 ans dans le public et puis après j'ai été dans le privé et puis je suis dans le privé mais en même temps j'ai monté une petite auto-entreprise pour être quand même indépendant et donc ce cumul de statuts en fait qui est compliqué à saisir complètement statistiquement parce que les statistiques ça fige par définition mais par contre en entretien ça permet de retracer et de rendre un peu plus vivantes ces trajectoires. Monsieur Hofferley, on présente communément Emmanuel Macron comme le président des riches, le président de l'entreprise. Or, vous notez dans votre contribution au livre que finalement, il est assez lui-même peu représentatif du patronat. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Alors, je mettrai entre parenthèses président des riches. C'est une catégorie un peu donc polémique et donc je préfère éventuellement président pro-business, effectivement. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est appuyé dans sa campagne sur donc ou qui a tenté de s'appuyer dans sa campagne sur un ensemble justement de chefs d'entreprise. C'est pour ça que j'ai intitulé ma contribution « Des patrons avec Macron » ou « Les patrons avec Macron ». Bon. Notamment la présentation qu'il fait donc, au moment de la Constitution donc, d'En Marche, il y a des ambassadeurs, et parmi ces ambassadeurs, vous avez donc des représentants des différents types de patronat. Il y a à la fois un petit artisan, il y a également donc, la directrice donc, des maisons Paul
alcool et des macarons la durée, etc., etc. Et puis il y a également donc des gens qui sont d'une certaine manière plus dans le capitalisme, disons, international. Bon, alors cette présentation de soi comme étant donc transversale à l'ensemble des chefs d'entreprise, bon, c'est une présentation, mais qui ne tient pas. C'est-à-dire que là aussi, d'une certaine manière, la base sociale donc chez les chefs d'entreprise, c'est assez particulier. Bon, même s'il y a des ralliements après. Bon, la base sociale, c'est d'abord donc les startups. C'est effectivement le monde de l'économie numérique. Bon, donc c'est quelque chose qu'il a cultivé donc depuis un certain nombre d'années. Il va au forum de Las Vegas. Il était ministre de l'économie. Il côtoie effectivement toute une série de gens de la nouvelle économie. Bon, et puis par ailleurs, il y a récemment aussi une partie donc des grands chefs d'entreprise français qui sont ralliés dès le début. Hein. Bon, je pense notamment donc à des gens comme Jean-Dominique Sénard, à qui il a proposé donc un ministère et qu'il a refusé, si vous voulez. Bon, et donc il y a une petite partie du CAC 40. Bon, mais en ce qui concerne l'ensemble des chefs d'entreprise, hein, pour autant qu'on puisse le savoir, parce que c'est une catégorie très petite, donc qui apparaît dans les sondages avec des effectifs extrêmement faibles. Bon, il n'a pas véritablement, si vous voulez, donc une base sociale électorale extrêmement plus élevée que ces résultats, donc 23% parmi les chefs d'entreprise, si on compare les différentes les différents sondages. En revanche, il y a une catégorie qui est plus large, c'est la catégorie de cadre sup du privé. Et donc, où là, effectivement, visiblement, il a un espèce d'écho. Bon, il y a tout un discours qui s'adresse justement à cette catégorie, qui est plus large que la catégorie patronale. Et avec justement, comme le disait Christine Gris tout à l'heure, également des gens qui sont des bilingues. Hein. C'est-à-dire qui passent, donc là aussi j'ai été frappé, donc, notamment dans un certain nombre d'entretiens que j'ai pu mener donc, pour le livre que je prépare sur les patrons et la politique, avec des gens qui sont donc passés du privé au public et du public au privé. Donc il y a effectivement, et c'est ce qu'on pouvait constater, donc, notamment dans la composition du premier gouvernement Philippe, bon c'est un peu vrai également à l'heure actuelle, c'est des gens qu'il est difficile de coder. Ils ont fait éventuellement donc, un peu de privé, un peu de public, etc. etc. Et il y a une qui aurait pu être ministre, justement, Anne-Marie Idrac, qui a également accompagné donc, l'aventure Macron, qui me disait effectivement, je me reconnais tout à fait là-dedans, je suis une bilingue, hein, je suis même une trilingue, puisque Anne-Marie Idrac a été haut fonctionnaire, a été ministre, a été dirigeante d'entreprise publique et est désormais consultante dans le privé. Donc c'est un peu, si vous voulez, ce monde-là. Et je crois qu'à terme, ce qui est intéressant de voir, au-delà effectivement des désignations et des stigmatisations qu'on peut faire, c'est justement de réfléchir à la manière dont le macronisme, là je m'appuie également sur les travaux d'Antoine Vaucher, va en quelque sorte travailler sur les frontières entre le privé et le public. Dans le tour d'horizon qu'on fait comme ça, des bases ou des milieux qui ont pu être séduits par Macron, Rémi Lefebvre, vous connaissez très bien, vous avez beaucoup travaillé sur le Parti socialiste. Macron s'est aussi appuyé sur toute une partie d'élus d'aile droite et de barons locaux, comme Gérard Collomb, du Parti socialiste. Et le paradoxe, c'est que quand ils ont bâti La République en marche, là on va parler un peu plus du parti, de ce qu'il est 2 ans et demi après, ils l'ont fait vraiment avec le PS comme repoussoir. Quoi, hein, pas de courant, pas de primaire, c'est affreux. Comment vous lisez ce paradoxe? Alors effectivement, Macron, on a beaucoup mis en avant son côté disruptif, mais il a fait aussi beaucoup de transactions avec le vieux monde politique. Et globalement, qu'est-ce qui propulse Emmanuel Macron, ce qu'on pourrait appeler son capital politique primitif, c'est très largement des ressources qu'il accumule, notamment dans les territoires, auprès de l'appareil socialiste. Hein. Ceux qui misent sur Macron au départ, vous avez cité Gérard Collomb, mais il y a aussi Castaner, il y a Richard Ferrand, le Grand Ouest socialiste va beaucoup soutenir Emmanuel Macron, il y a Claude Patria, etc., François Patria. Donc il vient pas de nulle part, hein. Et il s'est beaucoup appuyé sur des réseaux socialistes, des élus socialistes. Hein. Même quand on regarde par exemple les adhérents, dans l'enquête Terra Nova, les adhérents d'En Marche qui viennent de partis, pour 50%, ils viennent du PS. Donc effectivement, il y a une socialisation de beaucoup. Stanislas Guérini, qui est aujourd'hui le délégué général de La République En Marche, et ce qu'on appelle autour de lui les Strauss-Kahniens qui sont passés par HEC, sont très très proches du Parti socialiste. Hein. Et aujourd'hui, quand on regarde dans les commissions, etc., il y a beaucoup de positions les plus importantes qui ont été confiées à des anciens socialistes. Et en même temps,
je dirais en même temps, effectivement, Emmanuel Macron a voulu donner cette image de nouveauté, et quand il a construit le parti, très clairement, le repoussoir, c'était le PS. Hein. Ceux qui rédigent les statuts d'En Marche à l'été 2017, très clairement, l'antimodèle, c'est le Parti socialiste que ses dirigeants ont connu, avec deux versions, deux dimensions très importantes qui sont repoussoires. C'est la structuration territoriale et le poids des notables. Donc ça, c'est un contre-exemple. Il ne faut pas trop territorialiser la République En Marche. Et évidemment, le jeu des courants. Le jeu des courants, avec l'épisode des frondeurs qui a beaucoup marqué effectivement Emmanuel Macron et son entourage. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que finalement, ce qui a bloqué le PS, c'est la combinaison entre le notabilisme et les divisions internes que les primaires ont à un moment donné essayé de surmonter. Et donc, effectivement, il faut conjurer tout risque de rebasculer dans ce modèle à la fois notabiliaire et de courant. Alors, même si ce qui est intéressant, c'est que on voit bien qu'En Marche a la tentation aujourd'hui d'y succomber. Parce que avec les municipales, il faut se territorialiser, et un parti politique aujourd'hui doit passer par le local. Et puis parce qu'il y a des aspirations très clairement au sein de la République En Marche, on le voit bien avec le Drian à gauche et puis la frange plutôt de droite, à structurer des sensibilités. Il y a un déficit de démocratie interne qui est parfois très très mal vécu par les adhérents. Et donc ça pousse de la base pour en fait formaliser une organisation qui soit moins informelle. Justement, en parlant de déficit de démocratie interne, c'est quelque chose qui ressort assez régulièrement quand on interroge les militants de base de la République En Marche. Christelle Gris, c'est plutôt pour vous cette question. On avait une promesse au sein du parti d'horizontalité. Et force est de constater, 2 ans et demi après, que visiblement les premières critiques qui sont remontées de cette base militante, justement, c'est une absence d'horizontalité, une verticalité, des demandes et des offres qui viennent exclusivement de Paris. Est-ce que, selon vous, cette situation-là est de nature à faire fuir des militants ? Et est-ce qu'elle est aussi de nature à expliquer des dissidences, comme on peut le constater par exemple à Paris, où Cédric Villani, qui n'est pas le candidat investi de la République En Marche, puisqu'ils ont choisi d'investir Benjamin Griveaux, lui fait campagne, commence à faire campagne sur justement la promesse et la tonalité présidentielle d'Emmanuel Macron pour la campagne de 2017. Oui, alors sans doute, forcément, le fait qu'il y avait cette croyance dans un modèle, effectivement, où on aurait presque fait remonter aussi du terrain le programme électoral de Macron. Il y avait aussi cet enjeu-là pendant la présidentielle. Donc, croire qu'on pouvait être entendu, qu'il y avait plus de démocratie, que ce n'était pas comme dans les anciens partis. Effectivement, le fait de, quelque part, de ne pas territorialiser, c'était une façon d'être plus direct aussi avec l'accès au pouvoir, d'avoir moins de strates hiérarchiques, d'une certaine façon, si on reprend un peu la métaphore entrepreneuriale. En même temps, on garde toujours le en même temps, mais en même temps, il y avait ce mode projet, c'est-à-dire ils se sont engagés pour la présidentielle. C'est pas spécifique, franchement, au parti d'Emmanuel Macron, mais il y avait cette adhésion à un projet et cet engagement pendant la présidentielle. Après la présidentielle, il y a quand même un essoufflement aussi des forces vives. Est-ce que c'est seulement dû au fait qu'il n'y avait pas de démocratie interne ? C'est aussi que c'est compliqué de mobiliser après et de fédérer autour d'un projet quand il y a eu cette effervescence aussi militante. Et sans doute redoublé du profil un peu particulier que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de la disponibilité biographique des gens pour s'engager. Quand on vient du privé, qu'il y a la moitié qui sont dans le privé, qui vous expliquent qu'ils ont posé des congés pour faire campagne, que c'est la première fois qu'ils font campagne, il y en a les 3/4 qui n'ont jamais milité dans un parti, donc c'est nouveau, il y a une effervescence, c'est la présidentielle, en plus on gagne, donc on y va. Et puis en fait, après, il y a le retour à la réalité, il faut continuer à travailler. Vous citez un enquêté qui vous dit « Ma femme et mes enfants font la gueule parce qu'ils ne m'ont pas vu pendant la campagne, alors maintenant il faut que je fasse gaffe. » Maintenant, il faut que je fasse gaffe. Donc du coup, il y a un retour à la maison et on ne va pas forcément... Mais aujourd'hui, il y a 80% des adhérents d'En Marche qui n'ont aucune activité, tout le monde le sait. Juste une chose, est-ce que ça veut dire que ces personnes peuvent être remobilisées en vue de la prochaine échéance électorale des municipales ? Ou est-ce que c'était circonscrit à la présidentielle ?
Oui, alors là, on est en présence, je crois, à la fois d'un personnel politique qui est en voie de professionnalisation et qui, justement, a gagné en quelque sorte des tours de bête. Là, c'est l'hypothèse donc d'Étienne Ollion, c'est sur la file d'attente. Toute une série de gens sont passés avant les autres dans la file d'attente, justement. Bon. Mais également, je pense véritablement qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément envie de se professionnaliser. Moi, mais même parmi les députés. Donc, de manière, il y en aura un certain nombre de sacrifiés, puisqu'il va y avoir une diminution drastique du nombre des députés. Et puis certains qui me disent, effectivement, bon, je suis là pour une mission. Hein, effectivement, ça a été un truc formidable, on s'est éclaté, la campagne, etc., etc. Mais pour toute une série de raisons, à la fois financières, familiales, j'ai pas envie de faire ce qu'ont fait les autres. J'ai pas envie de devenir justement. De suivre le cursus. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai été donc député pendant 5 ans. Bon, éventuellement donc j'accepte parfaitement de revenir, bon, de me replacer à. Bon. Alors ça c'est le premier point, c'est sur les carrières ou le manque de carrière ou les perspectives. La deuxième chose donc c'est sur la question donc du parti lui-même. Je crois qu'également dans les déclarations donc qui ont été faites à la fois par Macron dans Révolution et également donc dans l'assise donc du parti lui-même, informer, réfléchir, proposer. C'était l'idée de faire donc un parti qui n'était pas comme les autres, qui n'était pas comme les autres étaient devenus, et qui, en quelque sorte, devait revenir à la naissance des partis politiques, à savoir, les partis politiques, c'est aussi donc des organismes qui forment les individus, qui les occupent également, qui les amènent à militer, qui les amènent à s'investir également, et puis également qui les amènent à proposer un certain nombre de choses. Et donc, c'est ce qu'on a pu constater les uns et les autres, spécialistes des partis politiques et observateurs, à savoir donc les fonctions, comme on disait dans les années 60, des partis politiques se sont effondrés. C'est devenu qu'en quelque sorte un certain nombre de machines électorales qui ont délégué à d'autres le programme et qui ont délégué à d'autres également la formation. Alors je pense que là, donc, il y a des enquêtes en cours. Moi, les entretiens que j'ai pu avoir avec des députés macronistes qui me disaient bon, on passe à autre chose parce qu'en fait il se passe rien dans le parti. Et donc avec cette idée donc d'organiser les gens, que la société civile éventuellement aide les individus à faire des CV, éventuellement organiser des fêtes et des trucs comme ça. Bon, je pense que de ce point de vue-là, le bilan est globalement négatif. Hélène. Il y a un certain nombre de promesses, on l'a vu, qui n'ont pas été tenues pour la construction du parti. Est-ce qu'avec le recul de 2 ans et demi, on ne pourrait pas dire finalement que La République En Marche, aujourd'hui, dans ses structures, est devenu un bon vieux parti de droite, avec un chef qui mène une politique et de droite, et qui a quand même beaucoup d'atours de cette droite bonapartiste, où tout était centralisé autour du culte du chef? Oui, d'un certain point de vue, effectivement, il y a une banalisation de l'organisation. Le côté de parti de droite, on le voit très très bien, par exemple, dans la désignation des candidats. Là, c'est stupéfiant. La désignation des candidats aux élections municipales se fait par une commission nationale qui statue pour toutes les villes au-dessus de 9000 habitants. Ça sonne très RPR, hein, ce mode de fonctionnement, parce qu'effectivement, ce fonctionnement très très centralisé, où il n'y a pas de vote donc des adhérents, effectivement, s'apparente à ce qu'on voyait à droite. Un parti, effectivement, extrêmement verticalisé. Après, je dirais aussi que le contexte, c'est aussi, comme l'a dit Christelle, hein, c'est les cycles du pouvoir. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on sait très bien que quand un parti est au pouvoir, il y a cette logique, en fait, du parti Godillot qui est structurelle et qui s'applique aussi à La République En Marche. Alors, j'observe quand même, pour être peut-être un peu plus nuancé, qu'il y a des choses quand même qui bougent à La République En Marche. Là, il y a eu un débat sur les statuts qui était assez intéressant sur la plateforme. Beaucoup de mécontentements qui ont été exprimés. Ça a été le cas aussi à Bordeaux lors de l'université d'été. Et il y a un changement des statuts et il y a une logique de territorialisation, de démocratisation relative. Donc il faut aussi penser qu'il y a des acteurs qui investissent cette organisation, qui veulent un peu la subvertir, qui veulent la faire bouger. Et peut-être que dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, effectivement, pour remobiliser cette base militante, l'organisation va devoir donner des gages. Hein. Si tant est que Emmanuel Macron pense que son élection va se jouer de ce côté-là, parce que globalement, la croyance aujourd'hui qui est dominante chez une partie des élites politiques, c'est que finalement les partis ça sert plus forcément à grand-chose, et que finalement les réseaux sociaux,
les plateformes Internet, tout ça, Oui, c'est des outils. Il y a eu quand même l'effet d'annonce, effectivement, qu'on va faire autre chose. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Quitte à se passer d'ancrage local, parce qu'il y en a certains quand même des plus vieux routards de la vie politique, si j'ose dire, qui sont en train de voir là, ce qui se passe autour de Macron, des dirigeants actuels des LREM, et qui se disent mais on ne prépare pas du tout bien comme il faut les municipales, qui approchent là, c'est en marche. Oui, alors, il y a peut-être un point du coup que Philippe, j'ai pas abordé, c'est que ce qui est aussi, c'est que la fonction idéologique, du parti n'est pas du tout assumée. Par exemple, concrètement, on aurait pu croire à un moment donné que le parti soit un creuset de réflexion. Quand on regarde le niveau, globalement, c'est très très faible. Il n'y a pas vraiment. C'est une plateforme qui pilote des projets locaux, qui forme effectivement. Il y a des plateformes 1000 talents, des projets, etc. vis-à-vis de la féminisation de la vie politique. Mais par exemple, c'est pas un intellectuel collectif du tout En Marche, ça c'est sûr. Juste pour revenir sur les patrons, parce que vous avez énormément travaillé sur le sujet, on pourrait dire que la politique qui est menée par Emmanuel Macron et le gouvernement est de nature à satisfaire le patronat. Est-ce que, au regard justement de vos travaux, vous avez le sentiment qu'ils sont définitivement séduits ou, à contrario, ils ont peut-être un peu déserté depuis 2 ans et par ricochet, est-ce que finalement cette adhésion du patronat, des patrons à un moment donné à Emmanuel Macron révèle pas en creux les failles de la droite traditionnelle des Républicains qui avaient plutôt le monde des affaires derrière eux avant? Alors, sur les Républicains, le monde des affaires, si vous voulez, lorsqu'on interroge donc des patrons petits, moyens et grands, l'une des caractéristiques donc, du discours des patrons, c'est les hommes politiques sont nuls en économie. Alors là, c'est clair, je veux dire. Donc, il y a juste éventuellement Jean-Louis Beffa à l'heure actuelle qui a rendu hommage à Chirac, mais j'ai entendu des choses épouvantables sur Chirac. Il n'avait rien fait, il est nul, il n'y comprenait rien. Sarkozy, bon, il nous a bien intéressés en 2007-2008 et après ça a été épouvantable. Bon. Et donc, il y avait un gros espoir dans Fillon. Hein. Effectivement, moi, il y avait donc un groupe qui s'est formé, donc, qui s'appelait Entrepreneurs avec Fillon, EAF, et qui ont donc contribué, qui ont milité, etc. etc. Et Fillon, c'était vraiment le premier choix. Hein. Bon. Et Macron, ça a été le deuxième choix. Hein. Alors le deuxième choix, qui est devenu le choix raisonnable, donc bien entendu surtout pas Le Pen, et puis à partir du moment où Fillon commençait à se déliter complètement, il y a eu à ce moment-là des ralliements. Bon, Arnaud, c'est un ralliement de deuxième tour, hein, c'est pas un premier choix. Si vous voulez. Bon. Alors je fais toujours très attention quand on parle des patrons, parce que c'est un monde qui n'est absolument pas unifié. Si vous voulez. C'est l'une des catégories les plus hétérogènes qu'on puisse considérer dans toutes les CSP, avec des bacs plus 8, et des bacs moins 3, etc., etc. Et avec donc, si vous voulez, donc vraisemblablement, lorsqu'on parle de patronat, on parle plutôt effectivement du patronat représenté par le MEDEF et la FEP. Bon. Et donc là, il y a visiblement donc un intérêt. Bon, il y a toute une politique qui est une politique d'offres, qui est une politique pro-business, avec toute une série de mesures qui ont été prises et qui vont dans le sens dans lequel ils veulent qu'on aille pour redresser la société française et pour relancer l'économie. En tout cas, c'est le discours patronal. Je serais beaucoup plus, si vous voulez, réservé sur la masse des patrons. Pas oublier qu'effectivement, sur 2 millions de patrons, l'immense majorité, c'est des patrons de moins de 10 salariés. Hein. Et donc, d'une part, parce que, de toute manière, il y a également une petite partie non négligeable qui est le péniste, et donc qui se reconnaît dans tout à fait autre chose. Il y a également ce discours, quand même, qui est un discours très parisien et technocratique, des équipes matrons dans lesquelles les petits patrons ne se reconnaissent pas. Et je pense également, la manière de sentir, si vous voulez, donc ce que ressentent les petits patrons, c'est d'une part le courrier présidentiel, mais j'ai pas accès pour le moment donc au courrier Macron, mais dans le courrier Hollande, on voit assez bien quelles sont les préoccupations donc quotidiennes donc des petits patrons. C'est donc toute une série d'ennemis, dont les banquiers. Bon, alors je ne sais pas là aussi ce que sont devenus les banquiers depuis 2 ans et s'ils accordent beaucoup plus de crédit qu'auparavant. Et puis, donc, en deuxième lieu, c'est les manifs. Alors, donc, sous Hollande, il y a beaucoup de manifs de petits patrons.
Bon, là, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a les Gilets jaunes, qu'il y a un ensemble de choses qui ont été partagées justement entre salariés, chômeurs, précaires et toute une frange justement du patronat. Bon, ce qui fait qu'il faut faire très attention, si vous voulez, dans ce point. Alors pour passer pour le coup des patrons à la base militante, voire électorale, et pour reprendre un sujet d'actualité, les macronistes de la première heure disent toujours que Emmanuel Macron a été élu sur une pierre angulaire qui serait le centre-gauche. Or aujourd'hui, Emmanuel Macron souhaite mettre au cœur du débat public une antienne de la droite, qui est l'immigration. Il y a eu un débat il y a quelques jours à l'Assemblée nationale sur le sujet. Est-ce que, en clair, comment vous interprétez cette volonté de remettre ce sujet au cœur du débat public, et est-ce que c'est de nature à satisfaire sa base initiale, ou au contraire, à l'en éloigner complètement? Bon, là, on voit très très bien qu'avec ce débat sur l'immigration, on est entré dans la deuxième phase du quinquennat et que finalement aujourd'hui, la prochaine élection présidentielle est un horizon qui va être très très structurant pour l'entreprise macroniste. Moi, ce qu'on observe évidemment, alors on n'en parle pas dans le bouquin, c'est qu'il y a eu 3 états de l'électorat Macron. Il y a l'état présidentiel, l'électorat présidentiel qui est un électorat extrêmement composite, très très hétérogène, avec effectivement 50% des électeurs de Hollande en 2012 qui votent pour Macron, mais pour des raisons parfois, j'allais dire, un vote par défaut. Et puis donc une petite partie d'électorat de droite. Aux élections législatives, il y a déjà une droitisation qui s'opère, qui est assez spectaculaire, suite à la nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre. Et puis, aux dernières élections européennes, on a vu très clairement le centre de gravité de l'électorat Macron très clairement se déplacer vers la droite. On le voit dans la géographie, on le voit dans le vieillissement de l'électorat, etc. Donc, d'un certain point de vue, la base, j'allais dire, à mobiliser n'est plus forcément celle de 2017, mais aujourd'hui, c'est en résonance, effectivement, avec une partie de l'électorat qui s'est droitisé. Donc on peut penser qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait le deuil de remobiliser ses électeurs de 2017 et que finalement son discours se droitise en lien aussi avec l'évolution de son électorat. On verra dans les prochaines élections intermédiaires ce qui va se passer. Il y a cette idée finalement que son électorat de droite va finalement accepter ce discours sur l'immigration. Alors ça va évidemment poser des problèmes dans sa base, une partie de ses députés, mais bon, les députés aujourd'hui, leur capacité de nuisance quand même en marche est assez faible, et donc ça projette une prochaine campagne qui sera plutôt sur les thèmes régaliens, avec l'idée qu'en gros, voilà, je sais son discours, de dire qu'on ne peut pas ne pas parler d'immigration et que finalement ça va aussi remobiliser, ça va déstructurer aussi la gauche, la question des milieux populaires. C'est aussi, il est agile, Macron, il ordonne le débat, il pose l'agenda, une réponse aux gilets jaunes aussi. Juste pour compléter, par rapport à la base, vu que vous aviez aussi cette question-là, en 2017, en tout cas, quand on les interrogeait, l'immigration, c'était pas du tout une thématique importante. La grosse thématique, c'était l'économie. Les questions sociales et de santé étaient importantes, et puis l'Europe. C'était les 3 grosses thématiques qui ressortaient dans mon enquête, en tout cas, localement. Ça ne veut pas dire après que si on lance le débat sur l'immigration que ça ne les intéressera pas, mais spontanément, en tout cas, c'était ces 3 grosses thématiques qui les intéressaient. Donc après, pour structurer les débats au sein d'un parti, il faut aussi organiser les choses pour que ça prenne aussi et que les militants s'y engagent, ils prennent partie au débat. Sur les fidélités des députés, il y a malgré tout des conditions de possibilité de dissidence. Bon, là, il y en a quand même. Il y a déjà eu des départs. Il y a déjà eu des départs également. Bon, il y a des réticences. Et éventuellement, justement, lorsque la nouvelle carte électorale sera donc dessinée, il est possible que des gens n'aient pas. Ce qui n'est pas sûr, Michel, parce que cette redéfinition de la carte, est-ce qu'il y aura vraiment une réduction du nombre de députés? On peut le faire sans l'avis du Sénat. Donc il n'y a pas besoin d'une réforme donc, constitutionnelle pour redessiner la carte. Bon, et puis il y a une nécessité aussi démographique donc de le faire. Bon, et donc à partir d'un moment où des gens sont en quelque sorte sûrs qu'ils ne vont pas être réélus et qui n'ont pas envie éventuellement donc de faire une carrière politique ou d'être maire ou quoi que ce soit, il y a un certain nombre de gens qui pourront à ce moment-là pouvoir éventuellement voter selon leur conviction
convictions et ne pas forcément respecter la discipline de groupe. Alors, une entreprise évolutive, on le comprend bien quand même. Dernière question pour vous, Rémi Lefebvre, qui rebondit un peu sur ce que vous évoquiez à la fin, sur le rapport de Macron à la gauche. Est-ce que justement cette sorte de déportation vers le centre droit, franchement la droite, est-ce que ça ouvre pas quand même des perspectives à la gauche? Alors aujourd'hui, elle est complètement balkanisée, elle a des appareils qui apparaissent pas du tout à la hauteur, mais on a vu aux européennes que si on fait le total, c'est pas si ridicule que ça en termes de part de suffrage, moyennant le fait que c'est un scrutin sans doute particulier qui n'est pas le même qu'une présidentielle, mais du coup, est-ce que vous voyez quand même un peu une petite lueur pour cet espace qui s'ouvre à gauche, ça fait depuis le début, depuis 2017, on en parle. C'est-à-dire que finalement, on se dit, une des énigmes quand même de ce qui se passe dans la politique française depuis 2017, c'est que la droitisation en fait, d'Emmanuel Macron, à la fois dans le discours, dans la politique économique, dans l'électorat, n'a finalement pas ouvert un espace plus important à gauche. Enfin, il est potentiel. Et effectivement, le problème, c'est un problème essentiellement d'appareil, d'organisation, de régulation de la concurrence. Et très honnêtement, on ne voit pas trop se tramer une réorganisation de la gauche, une unification de la gauche. Bon, il y a peut-être des laboratoires, ce qui se passe à Marseille, où on voit bien qu'il y a des frémissements. Alors après, sur le papier, on pourrait dire, mais si aujourd'hui la gauche décide des primaires ouvertes pour ses sympathisants et que un candidat se dégage, il peut challenger aujourd'hui Emmanuel Macron, effectivement, mais on en est quand même très très loin. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que l'état d'atomisation et des organisations de la gauche, c'est quand même un des éléments qui donne crédit à une possible réélection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est toujours très fort des faiblesses de la gauche. Est-ce que la gauche est capable aujourd'hui de se réorganiser? Elle a aussi beaucoup de divisions. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas aussi que des histoires d'appareils. Il y a aussi des clivages stratégiques, des clivages sociologiques, des clivages sur l'Europe. On le voit très très bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui amènerait la France insoumise à se reconfigurer? Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron, au fond de lui, se dit, bon, sur la gauche, je suis quand même assez tranquille, enfin, pour l'instant. Aux deux bouts, effectivement, d'un côté de la France insoumise et de l'autre côté des écologistes, qui visiblement ne veulent pas, à l'heure actuelle, donc, passer par les fourches caudines, donc d'un rassemblement dont ils ne seraient pas, effectivement, les dirigeants. Bon, je vous remercie en tout cas tous les trois. Merci pour ces échanges. Donc, je rappelle l'ouvrage, l'entreprise Macron aux presses universitaires de Grenoble. Et puis, c'est un sujet dont on va encore parler pendant au moins 2 ans et demi. Voilà, merci à ceux qui nous ont suivis. Et vous pouvez donc retrouver cette vidéo et puis les autres sur notre site et notre chaîne YouTube.